Le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, a procédé ce mardi 19 décembre 2023 à l'installation officielle du conseil administratif du laboratoire d'études et de surveillance environnementale après leur nomination en septembre 2022 pour consacrer l'aboutissement du processus de création et de mise en œuvre du LESE. Conformément aux engagements pris vis-à-vis des accords multilatéraux relatifs à l'environnement, le Bénin a l'obligation de maintenir l'équilibre de ses écosystèmes pour son développement durable, et cela nécessite la connaissance des différents compartiments de l'environnement, eau, sol, sédiments, air, écosystème, qui permettent d'anticiper, de faire des prédictions par des modèles physico-chimiques, mathématiques, des phénomènes de transport de polluants et interactions environnementaux. Pour avancer, nous avons besoin de faire appel à des structures techniques autonomes, pluridisciplinaires, d'investigation capables de confirmer ou d'infirmer les résultats. Ainsi, plusieurs défis sont à relever, notamment le suivi de la teneur du plomb dans la peinture, de la teneur du soufre dans les hydrocarbures, de la teneur des fluorures dans les fluides frigorigènes, de la teneur des métaux lourds et pesticides dans nos étangs d'eau, les poissons des sols agricoles, du transport des contaminants, de la qualité des rejets industriels et des installations classées, du respect des normes de rejet par les stations de traitement d'eau, de vidange et des eaux usées, de la mise en conformité réglementaire des chaînes de production, etc. Comme vous le savez, la surveillance et l'investigation environnementale fournissent des informations importantes pour les décideurs et permettent d'anticiper sur les événements futurs préjudiciables au bien-être et au développement durable. Elles sont basées sur le suivi des paramètres physico-chimiques, biologiques, radiologiques, sociologiques, dans une approche interdisciplinaire qui ne peuvent être assurées que par une institution autonome. La méconnaissance du cycle des polluants hypothèque l'identification des mesures d'atténuation adéquates, mais surtout anticipatives. Les investigations et la recherche permettent d'assurer un contrôle rigoureux et continu de l'environnement, mais surtout d'agir plus efficacement sur ce dernier par les actions correctives, préventives, voire de changement de comportement. À travers ces investigations et études, une banque de données fiable permet une prise en charge efficace de notre environnement pour anticiper sur les événements catastrophiques que nous avons connus, tels que la pollution du lac Toro, la pollution de la mer par les hydrocarbures ou les phosphates, par exemple de l'usine de Péné, la pollution diffuse, les pollutions dues au rejet industriel, etc. Ainsi, pour atteindre cet idéal environnemental, il faut une structure fiable d'études, d'identification, d'analyse du cycle de vie des polluants de toute nature. C'est ce qui justifie la création du laboratoire d'études et de surveillance environnementale dont j'installe aujourd'hui les membres du conseil d'administration. En termes de mission, il s'agit de contribuer à la promotion et au développement des micro, petites et moyennes entreprises à travers l'orientation, l'accompagnement, le financement et la facilitation d'accès au marché. C'est quoi les cibles prioritaires de l'Agence de développement des PME? Je parlerai pratiquement de toutes les cibles. En termes de vision, c'est qu'il a été retenu qu'à l'horizon 2030, les micro, petites et moyennes entreprises deviennent compétitives et impulsent la transformation structurelle de l'économie telle que c'est voulu par les 2 programmes d'action du gouvernement que nous avons mis en place depuis 2016. Tout le dispositif d'intervention opérationnelle de l'Agence
Je vous ai parlé du premier pôle qui est le pôle d'orientation et d'information. Ce dispositif, il est prévu à travers ce protocole que les chambres consulaires, via la Chambre de commerce et d'industrie qui a 7 antennes, nous mettrons en place des points focaux qui seront des relais de tous les dispositifs d'intervention de l'Agence de développement des PME. Le troisième point concerne la mise en œuvre d'un des projets, on en a beaucoup, qui a été conçu pour être le bras opérationnel de l'ADPME. C'est le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, qui est un projet dans lequel nous avons un dispositif. Et ce projet a été conçu en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les études ont prouvé depuis 2020 et reconfirmé en 2021 que nos entreprises meurent faute de 3 choses. La première, c'est le manque d'information, de formation et la bonne gouvernance. La deuxième, c'est les difficultés d'accès au marché. Et la troisième, c'est la facilitation de financement. Tout à l'heure, vous avez présenté l'ensemble des éléments de la DPME et nous avons compris que les 3 points sont adressés. Alors, sachez que vous allez pouvoir compter sur nous pour déployer de façon efficace et sur toute l'étendue du territoire national tout ce que vous allez nous confier comme mission. La signature de cette convention vient rassurer les PME, les MPME sur toute l'étendue du territoire du Bénin d'un accompagnement à 360 degrés, autant par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les chambres consulaires et la DPME. Et je tiens à dire que c'est l'impact, l'efficience et la synergie qui vont se déployer sur l'étendue du territoire au service des entreprises. Et la plateforme PME Bénin, en mon nom et au nom de la présidente d'honneur, vient rassurer à son tour l'écosystème institutionnel qui est prêt pour dire que la plateforme est prête et prête à accompagner les institutions qui se sont mises ensemble pour nous accompagner. À notre tour, nous serons prêts pour leur donner de la matière pour travailler et opérer de façon efficace. C'est effective. La grande croisade de miracles organisée par la chapelle constitutionnelle du Christ CCC sur le thème Festival de guérison. Guérison, il y en avait. Entre autres miracles et guérisons, ce jeune homme ayant perdu la vue depuis environ 7 ans voit désormais. Il marche seul sans être guidé. Nouveau comme ancien fidèle de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC, témoigne de la grandeur et de la puissance de Dieu du général prophète Charné Totimé au cours des 3 jours qu'a duré cette croisade sur le site de Kpaou. Je suis vraiment émerveillé. Je suis vraiment émerveillé, surtout par la franchise du prophète. Il est calme, il va lentement, il explique et il est polyglotte. Il est polyglotte, j'admire cela. Si vous venez, n'importe quelle langue, il parle. Et en cela, je le remercie pour ça. Quiconque qui ne croit pas et qu'il vient maintenant à cette église, vraiment, il sera satisfait. Cette croisade qui vient de terminer, a prouvé une fois encore qu'il y a des prophètes dans prophètes. Mes impressions sont assez fortes à cause de ce que mes yeux ont vu. Jésus a dit de dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent et les morts ressuscitent. Je peux vous dire c'est exactement ce que j'ai vu ici à la croisade de Kpaou, à la croisade de miracles, édition 2023. C'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu des miracles qui ne se passent nulle part qu'à CCC. C'est une maladie qui m'a amené maintenant. Et à CCC, ils ont dit qu'ils vont m'opérer. Et à 5 amis, et ils vont m'éventrer quoi. Donc, ils ont dit, mon frère a dit qu'on ne va pas m'opérer là-bas. Et c'est maintenant qu'il m'a amené au CNH. Donc, et après tout, ils ont dit que si on m'opère,
que je vais mourir. Donc, le prophète a commencé par prier pour moi et aujourd'hui, je ne suis plus opéré, puis je suis en bonne santé. Je prie afin que Dieu bénisse notre Père, le prophète, le général, prophète Otimhen Cherné, pour vraiment l'investissement, parce qu'il a énormément investi en ces lieux. Oui, en 7 ans qui courent, c'est un homme qui a le cœur de Dieu, qui a eu à cœur de faire un très bel édifice pour sa gloire. Pour moi, c'est une implantation merveilleuse. Le peuple de Kwaou et alentour en a besoin. Un temple qui est à eux pour venir célébrer le Seigneur. Le général prophète Cherné Otimhen a fait encore parler de lui. Le Dieu de CCC s'est manifesté à travers son serviteur. Occasion pour loin de Dieu d'inviter une fois encore tout le monde, béninois comme étranger, à venir goûter à la puissance de Dieu de CCC. Church CCC et mi sova doté les Kwaou les commissariats Kwaou to avec voame et gbogbo abe mi a so church a doté to programme wowome on mi so programme 3 jours to doté que mi na nkobe festival de guérison et ma hosebe mi anto mi va pour les ma be fidélité les dos mais pour amekebe nku mo le ban 7 ans les que nku hunedo mais pour ameko soso va home les que yento cité zondo mais pour dans les 26 ans to les que ali jodo donc ma we domi do pao be mi va kpawa ila to mi aji so wonde eye mi va kpawa chan e to mi aji so wonwe bebe la wa occasion aji so invité o be va subo kudomi le CCC kpawa e do kpawa commissariat be vont ame yingo vidia et la ko c'est premier étage que la ko blanc CCC wa yesu ne ira messia me. Pour rappel, cette croisade édition 2023 de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC s'est déroulée sur le nouveau site de l'église César Kwaou dans l'avant du commissariat. C'était du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023. Les regards sont alors tournés vers la prochaine édition, celle de 2024, pour plus de miracles et de guérisons. Au quartier Don Bosco, dans le 9e arrondissement au nord de Brazzaville, la capitale congolaise, les débris qui se trouvent dans cette érosion sont ceux d'une église emportée dans le glissement de terrain provoqué par les eaux de pluie. Aux alentours de ce lieu de prière, plusieurs maisons ont également été détruites par ce même phénomène, comme l'explique Joseph Bango, un fonctionnaire à la retraite qui résiste encore. Il se passe qu'il y a eu 3 grandes pluies qui ont causé un désarroi dans le quartier, qui a fait fuir certaines personnes. Vous voyez derrière moi là, il y a les maisons qui sont détruites, les gens qui sont partis. Ils sont partis, ils ne peuvent plus habiter le quartier. Une maison de 14 portes, là vous voyez là, 14 portes de locataires. C'est un manque à gagner pour elle, c'est une dame. Il avait des maisons par-ci et de l'autre côté là. Au fond de ce ravin, on y découvre des débris qui étaient autrefois les linceuls des cercueils du cimetière d'Itatolo, un décor qui sidère les résidents locaux, alimentant leur crainte d'une éventuelle propagation de maladies. Mais c'est le désarroi. C'est pratiquement un quartier sinistré. Nous sommes abonnés à nous-mêmes. Nous, on n'a pas de laboratoire beaucoup plus approprié pour faire face aux épidémies. Mais nous demandons si par possible le service d'hygiène peut venir nous désinfecter le secteur parce que crainte d'épidémie. Désespérés, les habitants érigent des digues improvisées pour freiner l'avancée de l'érosion. Cependant, cette bataille est presque perdue d'avance. Ça nous fait mal au cœur. Cette situation ne nous arrange pas, car nous ne savons pas où aller.
Ces maisons, c'est tout ce qu'on a. Et les érosions sont de plus en plus fréquentes. Et ça nous empêche de vivre convenablement. Dans ce quartier, nous avons un sérieux problème d'érosion qui emporte nos maisons. Plusieurs personnes ont déserté le coin. Et parmi elles, il y a des retraités. Au moment où nous parlons, personne ne sait où ces gens vont aller. À chaque tombée de la nuit, l'anxiété s'empare de ceux qui résistent. Leur maison, à la merci des érosions, court le risque imminent d'être détruite. C'est depuis octobre que les pluies tombent sans répit sur la ville de Brazzaville. Le ciel est loin de redevenir clément. Les glissements de terrain qui emportent maisons, d'habitations et tombent dans les cimetières sont causés par la fragilité des sols et le manque de drainage des eaux de pluie. L'Aude Martial, à Brazzaville, pour Africa News. Les autorités de la République démocratique du Congo, disant craindre une manipulation des résultats, ont refusé que l'Union européenne utilise ses équipements satellitaires lors d'une mission d'observation prévue pour les élections du 20 décembre. Certaines de ces organisations se sont amenées avec une technologie susceptible effectivement de pénétrer les systèmes électroniques de la CENI et capable de manipuler les résultats des élections. L'Union européenne a annoncé le 29 novembre qu'elle annulait sa mission. La veille, elle avait indiqué que ses observateurs n'avaient pas su se déployer à travers le pays. Nous avons voulu que ces processus soient les plus transparents possibles, raison pour laquelle, de manière souveraine, nous avons invité ces organisations internationales. Mais nous n'avons pas accepté que quelqu'un vienne manipuler les élections pour changer la volonté du peuple congolais qu'il va exprimer demain dans les yeux. L'Union européenne a confirmé que ces observateurs n'avaient pas pu faire usage de leur propre équipement sur place. Les responsables congolais ont proposé que l'UE achète ces équipements en RDC à condition qu'ils puissent être soumis à une inspection. On ne coupera pas l'Internet. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou de soulèvements populaires. Demain, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir, et nous allons dormir chacun dans sa maison tranquillement. Cette affaire survient alors que certains candidats à la présidentielle font l'objet d'attaques selon lesquelles ils seraient soutenus par des puissances étrangères ayant des visées sur la RDC riche en minerais. Outre la société civile et les églises congolaises, le centre Carter, basé aux États-Unis, surveillera les élections du 20 décembre, de même qu'une équipe de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi avoir franchi une étape clé dans la création au Rwanda de son premier centre de production de vaccins en Afrique, visant à renforcer l'accès aux vaccins ARN messagers sur le continent. D'un montant de 150 millions de dollars, ce projet vise à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés, comme lors de la pandémie de Covid-19. Nous voulons contribuer à bâtir un écosystème durable et résilient de vaccins. L'essence de notre contribution ici en Afrique est claire. Les futurs vaccins potentiels doivent être produits en Afrique, pour l'Afrique, en répondant aux besoins régionaux et aux normes mondiales. La construction de cette usine faite à partir de conteneurs d'expédition recyclés s'étendra sur 35 000 m² et sera achevée en 2024. La production devrait commencer l'année suivante selon le laboratoire. Le président Paul Kagame s'est félicité de ce projet. Au début, le consensus était que le vaccin ARN messager ne pouvait même pas être administré en Afrique. On disait que c'était trop compliqué pour nos systèmes de santé. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure pour fabriquer ces vaccins sur le continent, on nous avait dit que cela prendrait au minimum 30 ans. We were told that it would take a minimum of
30 years. BioNTech prévoit d'employer une centaine d'employés locaux lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle et de les former à la fabrication d'une multitude de nouveaux vaccins en utilisant la technologie ARNM. Engagés dans un conflit avec l'armée depuis le 15 avril, les paramilitaires soudanais ont saisi Roufa lundi et mené de nouvelles incursions dans la ville voisine de Wad Madani. Les deux zones sont situées dans l'état d'Al Jazira qui jusqu'à présent était épargné par les hostilités. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont gagné Wad Madani à 180 km au sud de Khartoum. Et dans une déclaration publiée sur le réseau social X, les FSR ont annoncé avoir pris le contrôle de la première division d'infanterie de l'armée à Wad Madani, qui selon l'ONU compte plus de 270 000 personnes ayant besoin d'assistance. Assurant la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'état d'Al Jazira, l'armée a pour sa part appelé les habitants à ne pas quitter leur maison. En 8 mois, le conflit armé a fait au moins 12 000 morts et plus de 6 millions de blessés, selon l'ONU. Les Sud-Africains qui combattent pour Israël pourraient faire l'objet de poursuites dans leur pays. Le ministère des Affaires étrangères s'est dit gravement préoccupé par les informations selon lesquelles certains Sud-Africains auraient rejoint l'armée israélienne dans le combat à Gaza. Le président Cyril Ramaphosa fait allusion à l'apartheid. As we have looked at the sufferings of the Palestinians, en examinant les souffrances des Palestiniens, nous constatons des similitudes avec ce que nous avons vécu en tant qu'Africains du Sud. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que ce qui se passe à Gaza est une attaque génocidaire et un massacre du peuple palestinien. Onslaught and slaughter of the people of Palestine. Face à l'ampleur de la situation humanitaire causée par les frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, le président sud-africain continue d'employer les termes les plus durs. Il dénonce. Mais ce qui se passe maintenant à Gaza est au-delà de l'injustice. C'est un génocide et c'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple et de punition collective contre des innocents. Et c'est pour cela que nous avons appelé à un cessez-le-feu. L'Afrique du Sud a toujours défendu la cause palestinienne. Israël se dit prêt à se battre pour encore des mois, voire plus, pour vaincre le Hamas. Ils étaient des dizaines lundi devant le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni pour dénoncer le projet de loi controversé du gouvernement britannique qui veut obtenir la majorité autour de sa loi anti-immigration. Pour l'ancien chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, le renvoi des migrants vers le Rwanda reste illégal. Cette manifestation est en faveur du droit des gens à demander l'asile. Nous condamnons le gouvernement pour avoir fait adopter une loi par le Parlement pour essayer de contourner un jugement de la Cour suprême qui a jugé illégal le renvoi de personnes au Rwanda. 3 semaines après le rejet de ce projet, Londres et Kigali ont signé un nouveau traité pour expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Florence Ondoura a fui la Namibie, tentant d'obtenir l'asile, mais sa demande n'a pas eu gain de cause. En Namibie, j'étais une activiste et je défendais les droits de mon peuple à travers la Fondation contre le génocide des Herero. Je sentais que je n'étais pas en sécurité, je suis arrivée ici et je demande réparation. Mais le gouvernement britannique estime que ce n'est pas une raison suffisante pour rester ici. Il me demande de rentrer chez moi, estimant que je serai en sécurité là-bas, ce qui n'est pas vrai.
Pour les ONG Stand Up to Racism et Care for Calais qui ont brandi les pancartes dans les rues de Londres, ce projet de loi anti-immigration doit être abandonné et le Royaume-Uni doit accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile venant de tous les pays du monde.